Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Les acteurs du secteur privé de la santé veulent se mettre au pas en vue d'améliorer la pratique médicale. Ils ont été mieux outillés à l'occasion des premières journées nationales de l'Association des cliniques privées du Bénin. Les gauchers sont souvent incompris et marginalisés dans leur vie quotidienne. Ils représentent 12% de la population mondiale. Comment vivent-ils? Nous irons à la découverte d'une gauchère dans cette édition. Et puis la Belgique présente sa feuille de route pour restituer à la République démocratique du Congo des milliers d'objets culturels acquis abusivement pendant la période coloniale. Les détails de ces restitutions dans ce journal. On démarre cette édition par ce communiqué de la présidence de la République. Le rapport d'audit sur la gestion de l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, dont le Conseil des ministres du 7 juillet 2021 a rendu compte, fait état de 2646 véhicules dont les frais de douane n'ont pas été acquittés, mais qui ont été frauduleusement immatriculés. Par ce communiqué, la présidence de la République informe instamment les propriétaires des 10 véhicules qu'ils ont un délai de 7 jours courant jusqu'au 14 juillet 2021 pour se rapprocher des services compétents et procéder au versement effectif des frais de dédouanement, faute de quoi ils s'exposeront à la rigueur de la loi. Mondialisation, digitalisation et besoin d'innovation, ce sont là quelques paramètres qui obligent aujourd'hui les acteurs du secteur de la santé à se mettre au pas. Les cliniques privées le comprennent et cherchent à améliorer la pratique médicale. Moyen trouvé, des journées nationales. Depuis le 5 juillet 2021, l'Association des cliniques privées du Bénin tient ses premières journées nationales avec au menu de riches panel animé par d'éminents docteurs du Royaume de Belgique. Une équipe de notre rédaction était au Golden Tulip où se sont tenues ces assises. On ne peut pas se baser uniquement sur le secteur public pour améliorer la santé publique. Il y a le secteur public, il y a le secteur privé. Tous sont acteurs du développement sanitaire et le rôle que joue chacun d'eux n'est pas sans défi. Au niveau du secteur privé, les défis sont énormes. Le défi, il est grand, dans la mesure où les besoins sont énormes. La disponibilité en infrastructure de soins est moins importante que dans un autre hémisphère. Et pour les acteurs actuels, dont il faut souligner le courage et surtout l'investissement, les défis sont honnêtement énormes. Pour affronter ces challenges, l'Association des cliniques privées du Bénin, ACPB, pense à une ouverture vers l'extérieur. Des journées d'échange, loin des stéthoscopes et bistouris, le temps de réfléchir à la façon d'améliorer la pratique médicale, avec à la clé la coopération bénino-belge. Nous avons avec les partenaires béninois décidé d'avoir un pilier relatif à la santé dans notre coopération avec le Bénin jusqu'en 2023 qui est mise en place. Depuis plus de 2 ans maintenant. Par cette décision d'ouverture vers l'extérieur, la CPB offre à ses participants des outils sur des thématiques assez pointues dans l'administration des soins de santé. Ces journées nous ont permis de développer des thématiques claires sur l'accueil, sur la gérance, sur comment effectivement avoir un pack de matériel biotechnique soutenu par un biotechnicien de qualité. La dynamique vraiment de l'amélioration, c'est notre ambition. D'autres journées suivront après celle-ci. En attendant, les participants repartent avec un bagage non moins négligeable pour apporter dans le secteur sanitaire privé du Bénin du sang neuf. De l'association des cliniques privées, passons maintenant aux gauchers. Ils sont souvent considérés comme des personnes handicapées. Ce cliché qui leur colle à la peau constitue une stigmatisation. Pourtant, ils seraient ce que l'on appelle des génies en raison de la façon dont ils utilisent leur cerveau. Comment vivent les personnes gauchères dans un monde dominé par les droitiers? Pour répondre à cette question, une équipe de notre rédaction a fait une incursion
répercussions dans le quotidien d'une gauchère, élève en classe de 6e. Louis Koudogbo, Émile Azopota. Ce sont des personnes comme tout autre, mais dotées d'une particularité. Elles ont la main gauche comme membre supérieur directeur. Merveille, elle est l'une d'entre elles. Élève en classe de 6e, elle écrit et fait toutes sortes d'autres activités, principalement avec sa main gauche. Avec mes camarades, on écrit au tableau, dans le cahier, et on fait les exercices ensemble. Je suis la seule à écrire avec la main gauche parce que j'écris très bien et je soigne mon écriture. Les gauchers ou les gauchères le vivent difficilement. Soit ils le vivent comme s'ils sont particuliers, s'ils sont bien forts dans la tête, ils arrivent à surmonter, mais il y a d'autres qui ont honte d'utiliser la main gauche. Il y a d'autres qui sont gênés de le présenter en public, du coup c'est ambivalent dans leur tête. Dans l'univers des gauchers, l'inconscient collectif les prend pour des personnes anormales. Pour ces psychologues, un tel regard ne devait pas être porté sur ces êtres humains, puisque la gaucherie n'est pas une fatalité. L'histoire nous apprend quand même qu'il y a beaucoup de grands artistes, beaucoup de grands auteurs, beaucoup de grands écrivains qui sont des gauchers et qui ont fait des choses spectaculaires. Beaucoup de grands sportifs, il y a certains sports dans lesquels on n'a que le côté gauche qui est plus développé et on a remarqué qu'ils sont les plus actifs, les plus performants. Donc du coup, il y a de quoi promouvoir les gens qui n'ont que utiliser ce côté de leur corps pour qu'ils se sentent un peu plus intégrés dans la société. Je suis très bien avec ma position de gaucher parce que dans la famille aussi, je suis la seule à écrire avec la main gauche. Avec ma famille et mes petits soeurs et papa et maman, l'ambiance est toujours bien, on s'entend toujours. Ce que j'ai remarqué est qu'elle est intelligente, mais elle a encore l'esprit d'enfant. Vous comprenez un peu, elle est intelligente, elle a encore l'esprit d'enfant. La fois passée, j'ai échangé avec son répétiteur. Le répétiteur disait, j'ai soulevé un certain nombre de problèmes. Le répétiteur me faisait comprendre qu'elle ne fait pas d'erreur. Quand elle écrit, elle prend le soin de ne pas écrire avec faute. Pour corriger ce regard discriminatoire que la société porte sur les gauchers, la communauté internationale a choisi la journée du 13 août pour mettre en valeur leur potentiel humain. Être gaucher n'est donc pas une tare, mais un trait distinctif d'une catégorie d'êtres humains. Le Bénin dispose désormais d'un haut commissariat à la sédentarisation des éleveurs. Une décision pour mettre fin aux dégâts occasionnés sur les cultures par les ruminants. Le haut commissariat est en particulier en charge de moderniser les systèmes d'élevage, de définir et mettre en œuvre la politique de sédentarisation des éleveurs. Marcel Winator, enseignant-chercheur à la FSA, nous éclaire. Sédentariser les éleveurs vient du constat que la mobilité, ça veut dire la mobilité des troupeaux béninois du nord au centre et au sud, et aussi l'arrivée des transhumants venant d'autres pays crée beaucoup de conflits. Conflits liés à la concurrence autour des ressources, notamment l'eau et les fourrages. Je ne vois que des avantages. Ça permettra d'abord un meilleur suivi des animaux du point de vue alimentaire, santé, parce qu'on sait où ils sont et on peut connaître leur effectif, on peut mieux les suivre. Et l'avantage aussi, si c'est une famille, dans cette mobilité, il y a la perturbation de la scolarisation des enfants qui peut être réglée. Il y a aussi des problèmes de santé et aussi la participation à la vie citoyenne où dans la mobilité, les gens échappent à beaucoup d'actions. Quand on parle de sédentarisation, il y a des actions complètes. Il y a des actions concrètes. La toute première, c'est à travers le projet PROCER, où sur une surface de 1000 hectares, nous allons expérimenter quelque chose autour de 50 éleveurs qui serait un modèle. Le même modèle qui est là-bas à Gogounou sera dupliqué dans 42 autres communes et avec ça, on pourrait passer à une généralisation. L'espace, le Bénin en a. Parce que quand on sédentarise les gens, on peut améliorer les cultures destinées à les nourrir. Et donc, on peut cultiver sur une petite surface quelque chose que les animaux pourraient rechercher sur de grandes surfaces. On peut l'avoir sur une surface plus réduite.
C'est une très bonne initiative. Il faut que les aménagements suivent. Je sais que pour le premier procès, c'est bouclé et c'est une réalité. Mais pour généraliser, il va falloir plus d'investissement. Plusieurs sujets ont fait l'actualité internationale ces dernières 48 heures. Éco Inter présenté par Ulvaïs Balogun. En Europe, la Commission européenne revoit fortement à la hausse ses prévisions de croissance. L'exécutif européen table désormais sur une augmentation de 4,8% du produit intérieur brut contre 4,3% prévu précédemment. Le rebond devrait être encore plus spectaculaire en France avec 6%, en Italie 5% et en Allemagne 3,6%. Un vrai regain d'optimisme pour la croissance en zone euro, d'autant que cette révision marquée à la hausse des prévisions s'explique principalement par l'impact de la réouverture des économies nationales au deuxième trimestre de l'année. Cette embellie a profité au secteur des services et devrait relancer le tourisme, explique la Commission. Mais les risques liés notamment au variant Delta du coronavirus pourraient mettre en péril cette croissance. Bruxelles appelle donc à une accélération des campagnes de vaccination afin de contenir la menace. Le gouvernement japonais a annoncé jeudi un nouvel état d'urgence sanitaire à Tokyo face à l'augmentation des cas de Covid-19 qui restera en place pendant toute la durée des Jeux olympiques. Avec l'augmentation des déplacements, le variant Delta, plus infectieux, représente désormais environ 30% des cas. Ce chiffre devrait encore augmenter, a précisé le Premier ministre japonais, selon qui le nouvel état d'urgence sanitaire fixerait un plafond de 5000 spectateurs ou 50% de la capacité d'un site, selon le chiffre le plus bas. Plus de 4 millions de morts en un an et demi. Tel est le bilan du nombre de décès causés par la pandémie de Covid-19. L'annonce a été faite mercredi 7 juillet par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Selon lui, le monde est à un point dangereux dans cette pandémie qui reprend en intensité sous l'impulsion de nouveaux variants plus contagieux, mais aussi de la levée des restrictions sanitaires. Les États-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, avec 605 905 décès, suivi par le Brésil 526 892 décès et l'Inde 404 211 morts. L'OMS reste néanmoins prudente et estime que les décès pourraient être 2 à 3 fois plus élevés. Le gouvernement belge a présenté sa feuille de route pour la restitution des milliers d'objets culturels spoliés. La République démocratique du Congo, son ancienne colonie, va pouvoir rentrer en possession de ses biens, des biens pillés sous le régime de Léopold II entre 1885 et 1908. Le reportage de nos confrères de France 24. Le célèbre musée royal de l'Afrique centrale près de Bruxelles. C'est ici que le gouvernement belge a présenté sa nouvelle politique concernant la restitution des œuvres d'art congolaises pillées pendant la colonisation. Tout ce qui a été acquis de façon illégitime, dans le cadre de vol, dans le cadre de violence, dans le cadre de pillage, doit être restitué. Cela ne nous appartient pas. Par contre, on scinde la question de la restitution juridique, donc on transfère la propriété, de la question de la restitution matérielle qui s'organisera dans un second temps, sur base de travaux avec la coopération développement, dans le cadre d'échanges diplomatiques avec les autorités concernées. À la fin du 19e siècle, le roi Léopold II a fait de l'actuelle RDC sa propriété privée. Ce fut ensuite une colonie belge jusqu'à l'indépendance en 1960. Pendant ces décennies, des milliers d'œuvres d'art ont été pillées et se retrouvent aujourd'hui ici. Certains rejettent l'argument de ceux qui disent que les musées congolais sont mal équipés pour accueillir les œuvres qui ont été volées. C'est des objets qui rentrent dans leur contexte naturel. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devait se poser plusieurs questions. C'est comme si vous sortez, quelqu'un vous arrache votre porte-monnaie et la personne vous pose la question de savoir est-ce que vous êtes prêt à récupérer votre porte-monnaie. Ça n'a pas de sens. Selon la direction du musée, le processus de restitution des œuvres vers la République démocratique du Congo pourrait durer une vingtaine d'années.
On finit ce journal par ce communiqué de la présidence de la République. Le rapport d'audit sur la gestion de l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, dont le Conseil des ministres du 7 juillet 2021 a rendu compte, fait état de 2646 véhicules dont les frais de douane n'ont pas été acquittés, mais qui ont été frauduleusement immatriculés. Par ce communiqué, la présidence de la République informe instamment les propriétaires des 10 véhicules qu'ils ont un délai de 7 jours courant jusqu'au 14 juillet 2021 pour se rapprocher des services compétents et procéder au versement effectif des frais de dédouanement, faute de quoi ils s'exposeront à la rigueur de la loi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.